Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas un de moins. Aujourd'hui, je reçois Sarah pour une conversation autour du bien-être. Ensemble, nous allons découvrir une pratique encore peu connue mais super puissante, le breathwork, ou travail respiratoire. Au fil de notre échange, on parlera aussi de l'importance de bien choisir sa pratique de bien-être, d'apprendre à rester vigilant face aux dérives possibles et bien sûr, des vertus que peuvent offrir ces approches quand elles sont bien encadrées et bien pratiquées. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous bercer par la voix mélodieuse de Sarah dans ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour Sarah, Bonjour Charline. je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Comment vas-tu? Je vais très très bien et je suis ravie de discuter avec toi ce matin et de partager nos discussions sur ton podcast. Merci, moi aussi. J'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur ton parcours, sur ta vision des choses, mais je te propose d'abord de commencer par une question brise-glace qui est, peux-tu nous raconter un moment vraiment inoubliable que tu as vécu grâce au breathwork? J'ai vécu un moment où on a lié les pouvoirs de la respiration avec un voyage musical où j'ai été enfermée dans un studio de musique pendant 3 jours avec des artistes et on a composé un son original et je pensais jamais que la respiration pourrait m'emmener dans ce genre d'aventure. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment pris conscience que la respiration, c'est un outil d'introspection, c'est un outil de reconnexion à soi, mais c'est aussi un outil artistique. Et je pense que ça a été un énorme déclic là sur les derniers mois. Ça se voit pas encore sur ma communication, mais ça va se voir de plus en plus. Mais en tout cas, ça m'avait marqué parce que le public qu'on avait eu ne venait ni spécialement pour faire des exercices de respiration, ne savait vraiment pas à quoi s'attendre. Et en fait, ils ont été embarqués dans un truc où on les a emmenés avec le pouvoir des sons, les sensations, et c'était assez magique et extraordinaire à vivre. Et toi, tu ressens quoi justement dans ces moments-là? Est-ce que tu absorbes l'énergie du groupe? Enfin, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Ah, mais je pense qu'on est dans une bulle. En fait, je suis aussi transportée. Peut-être que j'aurai l'occasion de le dire tout à l'heure, mais en fait, quand j'accompagne, en fait, ce que je fais a aussi un impact sur moi. Donc, je ressens ce que le public ressent. Et c'est vraiment comme sur un concert quand on est vraiment absorbé. Je perds la notion du temps, de l'espace. Je suis incapable aujourd'hui, par exemple, de te redire ce que j'ai exactement dit. Et ça arrive en général quand on fait des conférences ou des interventions où on est vraiment à fond, quoi. Génial, ça doit être des moments hyper forts à vivre. Tu vas pouvoir nous en dire plus juste après. Est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a mené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Eh bien, écoute, je m'appelle Sarah avec 2 R. Je m'intéresse au pouvoir de la respiration depuis 3 ans. Avant ça, j'étais dans le monde bancaire pendant un peu moins de 10 ans. J'ai vécu une sorte de perte de sens, slash crise de la trentaine, slash envie de lancer un projet. Et j'ai commencé petit à petit, donc c'était un side. Et en fait, aujourd'hui, je dis respiration, mais en fait, j'ai empilé pas mal de couches de formation pour en arriver là. Donc, je suis aussi sophrologue, hypnothérapeute, coach PNL et donc praticienne breathwork. Et j'ai retiré tous ces mots compliqués pour m'axer sur un mot très simple qui est respiration. Et aujourd'hui, je donne des cours en ligne. J'ai mon cabinet à Paris où je donne des consultations aussi et j'interviens en entreprise. Donc voilà, j'ai plusieurs casquettes de communauté, une communauté sur LinkedIn, une communauté sur Instagram que j'anime avec grand plaisir parce que dès le jour 1 de mon lancement, je me suis dit que j'allais partager mon parcours, euh, peu importe ce que l'avenir me réserve. C'est important pour moi de commencer à partager. Et je pense que c'est très thérapeutique de parler de son histoire tout en avançant sur son histoire. Et en fait, ça m'a aidée beaucoup plus que ce que je le pensais. Donc voilà, donc aujourd'hui, ouais, grâce à ces 4-5 casquettes, j'ai un quotidien très pétillant. Qu'est-ce qui t'a donné envie du coup d'entreprendre dans le domaine du bien-être? Ah ouais, en fait, comme je partais d'un point où j'étais assez frustrée au travail, je voyais le milieu bien-être d'un regard très rose.
Je pensais que c'était vraiment le milieu où j'allais pouvoir avoir ce sens que j'étais en train de chercher au bureau et que je ne trouvais pas quand je faisais des slides. Et du coup, j'étais vraiment attirée par, bah ouais, par l'aspect très glamour, en prendre soin de soi, on aide les autres à se sentir mieux, bisounours. Et donc, ça m'a vraiment attirée. Et puis, je suis partie un peu en connaissant pas vraiment enfin, de techniques particulières. À l'époque, j'avais commencé à regarder. J'ai vu que l'une des formations les plus sérieuses en France et certifiantes, c'était la formation de sophrologie. Donc, j'ai commencé par ça. Mais voilà, donc c'est arrivé vraiment parce que j'ai eu envie d'intégrer un univers porteur de sens. Et comment tu as découvert le breathwork, du coup, la respiration? Quand j'avais fait ma première formation de sophrologie, j'avais trouvé la technique intéressante, mais vu le personnage, elle était un peu trop douce pour moi. Puis ensuite, je me suis intéressée aux états modifiés de conscience, donc comment on emmène quelqu'un vers plus de relaxation, vers des états d'hypnose, etc. Donc ça, c'était vraiment, moi, je suis une fascinée du cerveau. Et du coup, j'ai fait aussi une formation donc, en hypnothérapie. J'ai trouvé que l'hypnothérapie, c'était une technique verbale, alors que je suis aussi intéressée par ce que fait le corps. Et en fait, à chaque fois que j'ai été formée, j'ai pris des choses que je gardais pour moi et qui allaient m'intéresser. Et en fait, finalement, tout s'est recroisé sur la respiration. Donc, le mot breathwork, en fait, ça veut dire donc travail de la respiration au sens large, mais il englobe plein de choses. Et, euh, et comme la respiration a cet aspect mécanique, intellectuel, bah, en fait, ça m'a vachement intéressée parce que j'ai un côté geek, j'ai un côté où j'aime bien comprendre et décortiquer les choses. Et donc, j'ai pas endossé la technique de la sophrologie comme on l'avait apprise ou la technique d'hypnothérapie comme on l'avait apprise, mais j'ai plutôt pris ces briques et je les ai associées aux exercices de respiration. Et donc aujourd'hui, bah, j'accompagne à travers cet outil-là beaucoup plus spécifiquement. Donc si tu veux, c'est une niche de niche de niche. Et comment ça se passe concrètement, une séance pour les auditrices, auditeurs qui nous écoutent et qui ne savent pas comment ça se passe et Bah qui ouais. aimeraient bien tester? J'ai créé des sessions à plusieurs niveaux. Donc il y a un niveau initiation qui s'appelle la pause qui dure 45 minutes. On est plus dans de l'ordre de chasser le stress, réguler son anxiété, apprendre à se ressourcer, récupérer après un événement sportif, apprendre à visualiser sa réussite, augmenter sa confiance en soi. Donc ça, c'est la pause. Un deuxième type de cours plus intense qui s'appelle l'atelier, où là on travaille vraiment sur des choses introspectives. Donc on va aller débloquer des croyances limitantes, on va aller travailler sur des sujets où on a besoin à la fois de réfléchir, mais aussi de pratiquer. Donc c'est la particularité de l'atelier, ils sont thématiques. Donc j'ai fait l'atelier mindset, lâcher prise, confiance en soi, développer ses capacités, accepter son corps. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça, mais il y a toujours de la matière en fait derrière. Contrairement à la pause, on est plus là pour prendre un moment pour soi. Et puis il y a les événements sur Paris qui eux sont donc les plus intenses. Et les événements sur Paris, j'utilise donc des techniques de breathwork, dont des techniques de respiration holotropique qui sont connues pour être plus intenses. Et c'est des techniques donc, où je suis en présentiel parce qu'il y a besoin de plus d'encadrement, parce que c'est plus intensif, parce qu'on fait des exercices d'hyperventilation et que certains exercices d'hyperventilation, ben, on ne peut pas les faire n'importe comment sur Zoom. Donc voilà, donc 3 niveaux. Initiation, approfondissement, et puis après le level warrior pour les téméraires. Le secteur du bien-être, ça attire de plus en plus de monde. On y retrouve aussi quand même des dérives. Comment on peut bien choisir sa pratique et aussi son praticien, sa praticienne? Ouais, bah, c'est une bonne réflexion. C'est une réflexion que j'ai en ce moment. Euh, Tu vois, dans le secteur bien-être, je fais partie des personnes qui ont traversé la phase des 3 ans maintenant, qui ont fait des consultations au cabinet, qui ont travaillé dans le monde du sport, publié des livres. Donc, je commence à avoir un regard aussi qui change et peut-être qui est beaucoup moins innocent qu'au début. Euh, En fait, je vais répondre avec un exemple.
Tu vois, dans le milieu de la perte de poids et du régime, tu as toujours des personnes qui vont te dire que c'est la dernière pilule miracle. Tu vas toujours avoir X méthodes révolutionnaires pour perdre 10 kilos en 2 mois, etc. Et ben, il y a un peu ça aussi dans le milieu bien-être. Comme la santé mentale se dégrade, euh, il y a un mouvement avec lequel je ne suis personnellement pas d'accord, qui consiste à dire, bah, voici l'ultime solution qui va te rendre heureux. Et moi, quand j'entends ça, bah, en fait, je me dis, bon, moi, à la limite, je suis entrepreneur, voilà, je fais ma petite vie. Mais je me dis, mais les gars, en fait, il y a des médecins qui ont fait 10 ans d'études et qui suivent des patients pendant des années. Il y a des vraies maladies psychologiques, c'est pour ça que les psychiatres, ça existe. Il y a des vrais cas psychiatriques qui vont sur des cours bien-être en pensant que en fait, ça y est, ça va être la révolution pour eux et en fait, ça amplifie la dépression parce qu'ils se mettent en échec après. Et c'est pas en ayant fait une certification sur une formation en ligne que tu vas pouvoir remplacer le travail d'un bon psychologue, tu vois? Et donc ça me met un peu, et je sais pourquoi en fait ça me met en colère parce que c'est un peu un truc, qui me touche, au niveau des valeurs et que je vois de plus en plus dans un univers bien-être qui est de plus en plus concurrentiel. Donc en fait, le marketing va toujours plus amplifier le message parce qu'en fait, plus c'est concurrentiel, plus on a besoin d'être direct et promettre des transformations rapides. Et donc, bah, je suis en questionnement. Le secteur a bougé depuis 3 ans. Je pense qu'il a énormément changé depuis ces 10, 15 dernières années. Les nombres de techniques et de méthodes se sont démultipliés. Tu vois, moi-même, j'ai créé une technique, hein. Enfin, je veux dire, en fait, on peut se gratter la tête aujourd'hui, créer une nouvelle technique. Donc, c'est assez compliqué. C'est beaucoup moins gros que ce que j'avais pensé au début. C'est toujours un métier qui a du sens, évidemment, mais c'est un métier où je pense qu'il est plus que jamais important de garder les pieds sur terre et les idées en place pour que chaque discipline puisse répondre à chaque besoin. C'est-à-dire que moi, je vais être beaucoup plus, par exemple, de la team qui va prôner le rééquilibrage alimentaire au lieu de régime. Voilà. Il n'y a pas une solution miracle en fait pour aller mieux, pour soigner. Alors je parle pas des troubles psychiatriques parce que comme tu l'as dit et de manière très juste, il y a des professionnels pour ça. Mais en l'occurrence, plein de petites actions peuvent amener à un mieux-être, du bien-être. Et c'est ça qui me fait aussi un peu peur sur les réseaux de jouer finalement avec des personnes qui sont vraiment vulnérables et qui cherchent justement une solution miracle et qui en fait vont être encore plus déçus. Et c'est ce que tu disais aussi, s'entraîner un peu dans une boucle de se dire, bah mince, je m'en sors pas, j'y arrive pas, j'ai encore de l'anxiété ou je sais pas, de la dépression, et qui remettent un peu finalement tout leur espoir sur une pratique, quoi, et sur une chose. C'est vrai. Et c'est vrai qu'à la fin de la journée, en fait, on ne sait pas ce qui a vraiment marché. Aujourd'hui, les personnes que je vois souvent ont déjà vu psychologues, naturopathes, font du yoga de temps en temps. Donc le fait qu'ils fassent effectivement des sessions avec moi, est-ce que ce sont les sessions avec moi qui ont amplifié leur transformation ou au contraire, justement parce que elles ont déjà travaillé sur elles, qu'il a suffi de quelques sessions pour avoir des déclics? Je pense que c'est plutôt, enfin, si je veux être sincère, c'est plutôt le deuxième parcours. Parce qu'en fait, plus j'ai une personne qui va avoir travaillé sur elle, plus je vais avoir de la matière pour moi aussi pouvoir l'emmener, tu vois, assez rapidement sur des choses qui la bloquent. Donc, oui, et puis je pense que j'ai pas exactement répondu, enfin fini de répondre à ta question quand tu m'as dit comment on sait. Mm. Je pense qu'il y a un truc qui est essentiel, c'est de garder son bon sens. Voilà. Son sens critique, on se pose des questions, on dit voilà comment ça marche, on s'enseigne. Et tu vois, aujourd'hui, je vais te... Ah, c'est rigolo, ça va être la première fois que je vais raconter ça. Moi, aujourd'hui, j'ai plein de coachs business qui me démarchent en mode mais Sarah, faut que tu crées une école, faut que tu lances ta formation, faut que tu formes d'autres personnes aux techniques de respiration, etc. Et je résiste à ça. Euh, Tout simplement parce que, en fait, euh, bah, tout ce que je fais est disponible sur les cours. J'ai écrit un livre qui explique la méthode et j'ai plutôt cherché à éduquer euh, en grande masse plutôt qu'à former encore, tu vois, enfin, sur un système un peu poupée russe, des personnes qui vont pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et je pense que ma priorité aujourd'hui, c'est tout simplement la vulgarisation. Donc, je pense que sur Internet, il y a assez de ressources, assez de moyens de vérifier.
Et puis un truc qui te trompe pas, c'est soit t'aimes l'énergie de la personne, soit t'aimes pas. Donc en fait, si tu sens qu'il y a un truc qui est pas bon pour toi, bah faut se fier à cette voix qui te dit c'est pas bon pour toi. Ça ne sort pas de nulle part. Voilà. Et justement, comment savoir si une méthode ou une pratique, elle est vraiment adaptée à moi? Est-ce que c'est qu'une question de bon sens ou est-ce qu'on peut aller chercher quand même d'autres infos, d'autres, enfin, je sais pas. Bon, déjà, on peut toujours tester. Là, moi, je dis, voilà, faut y aller, tester, voir. Ça tombe pas. On peut aussi, en fait, moi, il y a un truc qui a vraiment beaucoup marché sur moi, c'est écouter des podcasts, les histoires d'autres personnes. Et je pense qu'on peut aussi se retrouver avec des clés, des réflexions, enfin, avec toute l'information en masse qui existe aujourd'hui. Il y a forcément quelqu'un qui a déjà vécu la même chose que vous. On est rarement seul au monde, en fait, hein. Donc, commencer par se renseigner et puis ouais, tester, voir. Euh, et puis si vraiment on sent que il y a enfin, on sent qu'on a été en confiance, que ça fait du bien, que la démarche elle est saine, que l'ambiance est bonne, ben on recommence. Tu vois, c'est comme le sport. Tu vas Mm. dans une salle de sport, t'aimes bien l'énergie, ça te fait du bien, tu reviens. Je trouve que la frontière, elle est un peu mince justement entre le bien-être et vraiment le médical. Du coup, à quel moment, selon toi, on doit consulter un spécialiste type médecin, thérapeute, plutôt que du coup se tourner vers une approche plus bien-être? Quand on a des doutes, il faut toujours vérifier la santé d'abord. Et puis ensuite, il y a des choses qui vont être plus fonctionnelles. Je te cite un exemple que je vois très souvent. Le mal au ventre à cause du stress et les troubles digestifs à cause du stress. Donc, souvent les personnes vont aller voir le médecin. Voilà, j'ai mal au ventre, je comprends pas, ma digestion est vraiment pas bonne, je sens qu'il y a un truc qui change. Et puis le médecin va faire des examens, tout va bien. Ok. Donc peut-être que le médecin va recommander d'aller voir naturopathe et de faire des exercices de respiration pour le stress. Et c'est là où en fait ça devient complémentaire. Donc c'est jamais en remplacement d'eux, c'est toujours avec. Et donc une naturopathe, diététicienne, nutritionniste vont recommander plus donc des suivis en termes d'hygiène de vie. Et puis l'aspect plus respiration et régulation des émotions, ça va être donc des accompagnements chez les thérapeutes. Tu vois, un médecin n'aura jamais le temps d'écouter pendant 1 heure un patient, lui parler de sa digestion, de son stress, de son manque de sens au travail, etc. Moi, oui. Enfin, tu vois, c'est là où en fait on a une valeur ajoutée à apporter sur les techniques complémentaires. Et puis, une fois qu'on a vérifié la santé, en fait, on peut toujours s'intéresser. Et dans le bien-être, il y a plein de choses. Dans le bien-être aujourd'hui, tu vas avoir effectivement les parcours plus médecine douce ou thérapie complémentaire, donc naturo, sophro, hypno, coaching, et tu vas avoir enfin tout le sport. En fait, yoga, pilates, que moi aussi je mets dans le bien-être, tu vois. Et puis aussi, tu vas avoir d'autres aspects plus tournés vers les cours de théâtre, la créativité, l'art-thérapie, la danse-thérapie. Donc, tu as plein de choses. Et là, c'est une affaire d'exploration. Euh, mais si je résume, moi, pour l'instant, en tout cas, le marché, il se découpe un peu comme ça, de manière assez basico-basique, quoi. C'est quoi les signaux d'alerte qui peuvent indiquer à une personne que là, il y a une dérive dans la pratique ou dans l'accompagnement? Deux choses. Un, quand on sent qu'il y a de la manipulation. La manipulation, c'est jouer sur la vulnérabilité de quelqu'un pour que cette personne, par exemple, revienne souvent au cours ou prenne l'offre du dessus. Moi, j'ai déjà assisté à des trucs assez effarants où à la fin du cours, enfin, donc c'était sur Zoom, à la fin du cours, il y avait beaucoup de personnes dans la session qui disaient à la fin, je me sens triste,
je me sens pas vraiment bien et la personne répondait bah achète mon prochain programme. Et ça pour moi c'est inconcevable que quelqu'un paye sa place pour assister à un cours, qu'à la fin du cours la personne dit je me sens mal et que la personne qui donnait le cours réponde achète mon prochain programme. C'est-à-dire qu'en fait elle a ouvert une porte et l'a pas refermée. Et donc ça typiquement de la manipulation en fait. Euh, donc dès qu'on sent que voilà, il y a ce type de pratique, je pense que c'est important de faire un pas de côté et dire qu'est-ce que je suis en train de faire, tout simplement. Et puis après, je pense que, mais ça c'est encore plus profond, c'est en fait jamais faire les choses seul et isolé. Euh, Raconter un peu autour de soi son parcours aussi, parce que souvent ça va être les autres qui vont dire ah non non mais attention qu'est-ce que tu fous là t'en es à ta 672e séance, t'es en train de vider ton compte bancaire, t'es à découvert et tu continues à aller voir telle ou telle personne. Enfin, il y a un truc. En fait, les autres vont venir identifier ce que nous on a pu normaliser et ce qui paraît en fait anormal de l'extérieur. Et souvent, j'ai l'impression, et ça c'est parce que aussi je me suis renseignée, hein, dans le mot breathwork, il y a aussi tout un aspect très spirituel et très axé vers la respiration. Donc, je te mentionnais tout à l'heure, holotropique, avec des notions de psychédélique, des trans, etc. Et donc, évidemment, je suis dedans, donc je me renseigne. Et, euh, et en fait, le truc un peu sectaire qui émane de la branche la plus, on va dire, euh, elle est plus loin dans le trip du breathwork. En fait, souvent, ça va être des personnes très isolées qui vont tomber là-dedans. Et donc, c'est là où je pense que c'est important de garder toujours un œil sur bah, ce que disent les autres, hein, et partager aussi son aventure avec les autres pour pas être isolé. Donc voilà. Oui, bon, j'étais pas là ce matin pour faire peur aux gens, mais ça existe. Non, c'est pas pour faire peur, plus en prévention pour qu'ils prennent soin d'eux et que ça les aide en fait au final et qu'ils aillent vraiment chercher le bien-être qu'ils recherchent. Tu m'as intriguée avec cette pratique warrior. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce qui se passe au niveau des sensations pour la personne qui vit l'expérience? Toi, comment tu la vis? Enfin, si tu peux nous raconter un peu tout ça. Ouais. Je vois le breathwork un peu comme la plongée sous-marine. Avant de plonger dans l'eau, tu as toujours un moment où tu fais ton baptême, tu comprends comment les bouteilles fonctionnent, voilà, comment on respire sous l'eau. Bah, pour le breathwork, c'est pareil. C'est pour ça qu'il y a des cours d'initiation qui sont ouverts à tous et que j'ai pensé pour des personnes qui n'ont peut-être pas envie d'aller plus loin. Tu vois, moi aussi, des fois, je me dis, bah, ça me va très bien. Une petite pause là, c'est excellent, c'est tout ce qu'il me fallait. Et puis, donc, la plongée sous-marine, ça peut aussi être une aventure assez intéressante. Et donc le breathwork un peu en mode warrior, c'est vraiment plonger beaucoup plus profondément à travers sa respiration à l'intérieur de soi-même. Donc c'est une technique qui combine la respiration, la musique et ma voix et qui accompagne les personnes à travers différents cycles de respiration à vivre des états modifiés de conscience, qu'on appelle état modifié de conscience. C'est un changement dans les ondes du cerveau qui nous font passer d'un état de vigilance. Tu vois, là, on est en état de vigilance, donc on discute. Et puis, on peut, si on fait quelques exercices, passer plus en mode relaxation. Si on fait d'autres exercices, on passe un peu plus en mode Theta, donc d'hypnose. Delta, c'est le sommeil. C'est pour ça que la respiration peut aussi induire des états de sommeil. Ou des états de flow, des états gamma où en fait on surexcite vraiment les neurones et on atteint un état très où on perd un peu la notion du temps en fait, hein. C'est vraiment un état que connaissent beaucoup les sportifs quand ils sont à un pic de performance. Donc, à travers différentes techniques de respiration, les musiques aidant, puis Sarah entraînant le groupe, et ben en fait, ça ressemble un peu à un cours de, ouais, un peu entre un cours de sport, un sprint et une plongée sous-marine,
On utilise pour ça donc des techniques d'hyperventilation. C'est pour ça qu'il y a pas mal de contre-indications aussi. C'est pas bon pour les personnes épileptiques, les femmes enceintes, les personnes cardiaques. Et l'hyperventilation, c'est un exercice qui va être à la fois mental et physique. Hyperventiler, c'est pas simple, hein. Tu sens ton cœur qui bat fort, tu as l'impression que, ouais, en fait, là, est-ce que tu vas tomber dans les pommes, etc. Donc, un peu comme si c'était un moment qui vient créer de l'adrénaline dans le corps et puis aussi troubler. Et en fait, cette technique d'hyperventilation consciente, au bout de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, ne va pas générer les mêmes choses. C'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes, on va ressentir l'adrénaline qui monte, la température qui change. On va se dire, waouh, qu'est-ce qui se passe? Mon cœur bat vite, etc. Au bout de 10 minutes, on a vraiment un état d'esprit là marathonien. C'est-à-dire, ok, c'est fatigant, mais en même temps, je vais y arriver, je continue à le faire, je vais y arriver. Et en fait, dans cette zone-là, tu as un petit moment où les nerfs lâchent, parce qu'en fait, là où on pensait que c'était un exercice de contrôle, c'est finalement un exercice de lâcher prise. Et quand on apprend un peu à lâcher prise sur la difficulté et sur, en fait, c'est là où émergent les croyances limitantes de: «Je vais pas y arriver, je me sens trop nulle, c'est trop dur, qu'est-ce que j'ai foutu aujourd'hui? Ah là là!» Juste tout ça là, quand tu cours, tu as toutes les pensées qui arrivent et en fait, on a les mêmes. Et c'est là où c'est intéressant parce que d'un point de vue coaching, moi j'ai par exemple des personnes qui la veille d'un marathon, parce que c'est pas bon de s'entraîner à la course à pied juste la veille d'une course, qui viennent plutôt faire un dress work parce que ça va amplifier leur confiance en eux sans solliciter des muscles. Et travailler leur état d'esprit. Et c'est là où en fait je vais travailler la visualisation, le renforcement de soi, mais évidemment que tu vas y arriver. Et en fait, ça devient l'adrénaline se transforme en plein d'ocytocine et tu as l'impression qu'en fait, ouais, tu as une énorme énergie d'amour en fait qui te traverse, comme si tu étais en train de courir avec l'effervescence. Et donc c'est ça en fait un état d'euphorie, hein, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup le mot psychédélique, tout ça. Et après, on peut lui donner la signification qu'on veut. Mais en tout cas, c'est ça, en fait, hein, tout simplement. Un exercice de breathwork. En fonction de l'intensité, ça peut durer, voilà, 5, 10, 15, 20, 25 minutes. Moi, je suis formée jusqu'à 35 minutes. Et après, bah, il y a, comme ça, c'est un exercice qui va être donc physique et mental, et en plus, on apprend à gérer ses émotions tout du long. Au moment où je dis stop apnée, en fait, il y a un effet de décompression qui se passe où le corps relâche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme après une bonne douche, tu vois, après ta course à pied, tu as l'impression que d'être vidé de l'intérieur. Et c'est ça, en fait, hein, qui se passe aussi, c'est qu'après, bah, on a l'impression d'avoir pris une bonne douche intérieure et que le mental a classé les idées à leur place et que le corps, ouais, il a vécu une expérience et puis on émerge tranquillement et puis voilà, hein. C'est la pratique un peu warrior. Écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Si tu devais décrire le breathwork en 3 mots, ce serait lesquels? Voyage, musique, introspection. Trop bien. Merci Sarah, merci beaucoup pour ce moment d'échange et à bientôt. Merci Charline.